Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas seul, je suis accompagné de Vincent. Vincent qui est un expert en print on demand, il va tout vous expliquer. Merci Vincent d'être là. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. C'est parti. Merci à toi d'abord de m'accueillir sur ta chaîne que j'ai consulté avec grand plaisir, avec un contenu de très belle qualité. Je suis Vincent Icardi et j'ai commencé le print on demand en 2015 avec Teasly. Puis 6 ans plus tard, je fais partie des derniers survivants de cette vieille ère de 2015. Je vais C'est vrai qu'il y a eu pouvoir... pas mal de clean depuis 2015 énormément, oui. sur Easy, donc c'est plutôt drôle. Du coup, je vais te poser quelques petites questions. Du coup, comment t'es tombé sur le print on demand? Parce que c'est vrai que moi, en me posant cette question, c'est comment j'ai découvert le print on demand. Moi, c'est pas une façon très catholique, hein. J'ai vu un design, je me suis dit, oh, il est cool, j'aimerais bien faire la même. Et je savais pas que ça s'appelait comme ça, du print on demand. Mais justement, j'aime bien te poser cette question. Comment est-ce qu'on vient à découvrir le print on demand? C'est en suivant quelqu'un comme toi, là, comment faire de l'argent en ligne, était Ouais. un gros axe de communication pour son blog. C'était un digital nomade, on peut appeler ça. Donc quelqu'un qui voyage de terre en terre et faisait de l'affiliate marketing, mais en faisant de l'achat média. Lui, c'était D'accord. sa grosse force à l'époque. Je pense que sur le mobile marketing, et marchait beaucoup, c'est d'acheter des espaces publicitaires pour des marques sur toutes les apps mobiles, puis tu touchais une commission quand il y avait un téléchargement, une vente ou ce genre de choses. Et donc lui, il passait son temps sur les plages du Maroc, des îles des Canaries et autres. Et mon boss, je faisais du SEO, donc j'étais quand même spécialiste en marketing web. Et mon boss m'avait mis une petite graine dans la tête en me disant, Vincent, on sait placer des sites sur Google. Si jamais tu as une idée, vas-y, on pourrait se lancer en affaires. On n'a jamais fait. Moi, ça a vraiment semé quelque chose dans ma tête. Et puis, j'ai commencé l'affiliation sur Amazon en 2014, en juin, par un petit blog pour vendre des enceintes Bluetooth que j'avais jamais eu dans les mains et que, donc, en gros, je copiais des... c'est pas très bien, hein. Je copiais des sites anglais et je faisais les traductions et puis je montais mon blog de comparaison d'enceintes Bluetooth. Puis je regardais aussi les niveaux d'avis sur Amazon. Puis je renvoyais les gens sur Amazon et je touchais une petite commission. Et je me disais, si dans les 6 prochains mois, je touche un premier chèque de Amazon et que ça marche, je vais essayer de faire plus d'argent que ça en ligne. Et en décembre, j'ai touché mon premier chèque de 50 €. Pas mal, pas mal. C'était une petite somme, mais ça a payé l'hébergeur et le nom de domaine, mais admettons. C'est ça. En février, je lisais l'article de ce web marketer qui est vraiment excellent. Il est toujours en forme et il proposait 3 façons de gagner de l'argent, dont le print on demand. J'ai essayé le jour suivant parce que les 2 premières façons étaient un petit peu côté plus de 18 ans, on va dire. Donc, j'ai essayé le print on demand. Je me suis dit, moi, je sais faire du design. Mais on est en février 2015. Je lis un article qui propose le print on demand. Puis, de là, via Teasly. Donc, je fais mon premier test en week-end. Je dors pas de la nuit. Je check mes résultats. Mais à la fin du week-end, j'avais 300 € de profit. Sur mes 2 premiers t-shirts. C'était vraiment l'âge d'or. Tu pouvais faire quelque chose de très moyen et puis vendre quand même. Ceci dit, j'étais déjà dans les niches dans lesquelles j'ai persisté et je suis encore. C'est-à-dire que j'ai fait des choses que je connaissais à un public que j'aimais en pensant à ce qu'il pourrait aimer. Et donc ça a créé quelque chose j'ai fait d'autres stratégies par la suite, mais ça a créé quelque chose d'unique et de nouveau pour ces niches-là en 2015. En gros, j'étais supporter du club de Toulon en rugby, puis les opposants à l'époque ultime, c'était Clermont-Ferrand. J'ai fait des t-shirts pour les 2 endroits pour le week-end et ça a vendu dans les 2 endroits, je pense, une vingtaine de t-shirts dans la fin de semaine, donc, avec pas plus de 50 $ de publicité investie et c'est ça, 300 € ou 300 $ de profit à la fin de semaine. Donc j'ai Donc on parle continué. pas de chiffre d'affaires, de profit. Profit. Le chiffre d'affaires, au début, vu qu'on vendait directement sur Teasly, on a juste la commission. Donc le chiffre d'affaires, c'est quelque chose d'un peu plus nébuleux. C'est difficile à calculer. C'est incroyable de te dire que tu as fait 6 fois ce que tu as fait en quelques mois via l'affiliation. Tu l'as fait en un week-end, tu l'as fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et justement, tu as parlé du fait que tu as fait une niche sur laquelle tu étais et que tu es encore. Et moi, je trouve ça bien parce que de ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui lancent un shop en print on demand tiennent beaucoup plus longtemps que des gens qui tiennent des shops en dropshipping. Est-ce que, je sais pas si tu connais les gens en dropshipping, est-ce que si tu as remarqué ça, mais je pense que ton exemple est déjà parlant, parce que ça fait 6 ans que tu as le même business, donc c'est très parlant. Je pense que le print on demand était peut-être un petit peu plus avancé que le dropshipping. Le dropshipping
existé en 2015, mais c'était pour l'Asie. Donc si tu ne réfléchissais pas à aller acheter du stock en Asie pour le mettre sur Amazon, dans les entrepôts d'Amazon, pour le vendre qualitativement à tes clients européens ou américains, donc qu'ils aient un temps de livraison rapide, tu ne t'inscrivais pas dans le moyen et le long terme. Parce que tu crées de la frustration et puis au bout d'un moment, tu disparais parce que ton produit il est expiré et puis t'as tellement de revues négatives parce que t'as attendu 3 semaines, voire t'as jamais réceptionné ton produit que ça fonctionne pas. Alors qu'aujourd'hui, le dropshipping est plus orienté, je pense, vers la qualité et je pense que les dropshippers qui montent quelque chose depuis 2 ans, ils doivent réfléchir à ce long terme et à quelque chose de qualité, à une bonne niche, comment se positionner, c'est quoi mon branding, en combien de temps je vais pouvoir livrer, comment j'organise mon service après-vente. Il y a peut-être beaucoup de monde qui est mort, en tout cas dans leur premier projet de ces époques-là, mais en même temps, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de vendeurs de t-shirts qui sont morts aussi. Bien sûr. En 6 ans, c'était facile de vendre à l'époque. C'était facile parce que la semaine suivante, j'ai fait 1 000 € de profit. Fait que j'étais rendu à mon compte au mois de juin. J'ai commencé en février, au mois de juin, je partais à mon compte. 4 mois, ouais. 4 mois. En fait, j'aurais pu partir avant, c'est juste que j'ai été licencié. Parce que bien sûr. J'ai été licencié, puis je me suis dit, bon, full time. Mais de toute façon, c'est bien, ça t'a permis de mettre un peu d'argent de côté et c'est plutôt pas mal. Et pour revenir à ce que tu disais sur le dropshipping, c'est que aussi, ce qu'il n'y a pas, par exemple, en print on demand, c'est que très facile de copier le produit du voisin. En print on demand, si par exemple, moi demain, je veux copier tes produits, je pense que tu vas m'envoyer une belle lettre de ton avocat et ça va vite être réglé cette affaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai jamais couru après les copies. De temps en temps, j'envoie un petit message pour dire mais c'est quand même sauvage comme industrie. Il faut pas trop, je pense qu'il faut pas trop regarder les copieurs. Il faut avancer. C'est normal d'être copié. Il faut s'y faire. De mon côté, je m'inspire aussi de certains t-shirts en Amérique ou de certains compétiteurs. Je réajuste les designs, je réajuste la phrase. C'est quand même normal. C'est une règle que un bon design qui est nouveau va toujours mieux marcher que quelque chose qui est adapté ou qui est une copie, mais on reste dans une grosse industrie sauvage. Tu as des gens de partout dans le monde qui t'attaquent sur tous les réseaux, via toutes les avenues de distribution. Donc, non, bien sûr, c'est normal de pouvoir s'inspirer. Moi, je le fais aussi évidemment parce que l'inspiration, c'est très bien. Mais après, c'est clair que, par exemple, en dropshipping, ce que je disais, c'est que des gens peuvent vraiment te copier-coller jusqu'à la publicité. Ouais, jusqu'à la publicité. En demande, si tu fais ça, tu as quand même plus de barrières, je trouve, pour te protéger. C'est pour ça que moi, je préfère. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, tu nous parlais de cette niche. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, sans problème. Et continue justement en expliquant tes résultats, comment tu as réussi à monter et où tu en es aujourd'hui justement. Possiblement, j'en aurais pas parlé les 5 dernières années de ma niche parce que c'est quelque chose que je voulais garder un petit peu secret par peur de la copie. C'est sauvage comme industrie, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler parce que l'entreprise est quand même plus assise, je dirais. Je suis sur une démarche de plus long terme et puis c'est la première fois depuis 6 ans, pardon. Et ça fait 1 an que je suis dans cette démarche-là de long terme. Donc oui, je peux en parler. Je fais de l'impression à la demande de t-shirts et de souvenirs pour les communautés et les régions de la francophonie. Donc toutes les régions, tous les départements et toutes les communautés qui sont partie intégrante de la francophonie, les communautés d'immigration aussi, je m'adresse à eux et je crée des t-shirts. Donc soit pour les nostalgiques de leur endroit, soit pour la fierté de leur endroit, soit pour traiter de leur endroit avec humour. C'est mes 3 axes de création: fierté, nostalgie et humour. C'est un très très bel exemple parce que justement ça va rebondir sur une question que j'allais te poser, c'est quand on commence le print on demand, on se dit faut que je sois un gros designer, que je fasse des trucs artistiques. Et en fait, je pense que tu vas le confirmer, mais c'est pas du tout ce qui vend, dans le sens où ce qui vend le mieux, c'est justement ces 3 axes. C'est est-ce que ça fait rire? Est-ce qu'on est fier d'acheter ce produit pour un ami ou alors pour soi-même? Ou alors derrière, est-ce que ça nous rappelle un souvenir? Et c'est vraiment les 3 axes pour moi qui font la différence. Et parfois, un petit texte bien drôle, bien sympa ou fier, qui prouve de la fierté, marche beaucoup mieux qu'un design très abstrait qui est très subjectif en fait en termes d'appréciation. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est sûr qu'on dit souvent qu'il faut créer de l'émotion pour la publicité, pour avoir de l'efficacité, parce que j'ai un axe qui crée naturellement de l'émotion et de la viralité, surtout quand j'écris un texte dessus. Et tout ce qui est un peu plus chiadé, un peu plus discret, va avoir plus de difficultés à fonctionner. Par contre, sur le moyen et le long terme, la niche qui va apprécier son identité, mais
mais qui va vouloir la montrer avec discrétion va peut-être aller sur mon site web pour acheter quelque chose qui va pas être ce que j'ai présenté à la niche générale ou via la publicité. Bien sûr. Donc, un petit liseré vert, blanc, rouge pour les Italiens de France ou de la francophonie, par exemple, va pouvoir fonctionner, mais dans un deuxième temps. Quelqu'un connaît le site web, connaît la niche, il y a un brand awareness autour de Ici et là Italia, et on va aller sur le site pour acheter quelque chose, pas quelque chose de trop voyant qu'on a vu déjà en publicité ou sur la page, mais quelque chose de plus discret, parce qu'on a vu aussi que Vincent, de temps en temps, il faisait des choses plus fines. Ouais, c'est une très bonne façon d'expliquer et de penser. C'est que beaucoup de personnes pensent que tous les produits, il faut faire de la publicité. Pas forcément. Tu dois faire de la publicité sur des produits un peu mass market qui vont ramener du monde et donc tes premiers acheteurs. Mais derrière, comme tu dis, tu peux retravailler tes clients avec des produits un peu plus travaillés, on va dire plus design, plus quali, quoi, en termes de valeur perçue. Oui, des fois, moi, je trouve mes t-shirts qui sont moins discrets, qui font preuve d'humour, où j'ai pu aussi beaucoup travailler dessus là, pour créer de la nouveauté. Quand on parle je pourrais prendre l'exemple de la niche alsacienne. Tu vois, il faut quand même que tu aies un petit background, ou que tu sois allé chercher sur l'alsacien comme langue germanique, comment elle se parle, c'est quoi l'orthographe exactement, est-ce qu'il y a encore des mots qui se disent en Alsace issus de cette langue-là, combien de personnes la parlent, et est-ce que je peux utiliser ce vocabulaire pour créer quelque chose vraiment spécifique à la niche alsacienne. Et dans ce cadre-là, tu vois, ça a beau être de l'humour, ça a beau être gros, je considère que ça reste un produit chiadé, même s'il il est moins fin. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais tantôt? Étonnamment, il y a des choses qui vont uniquement, on parle pas de chiadé, pas chiadé, gros texte, simple texte, beau design ou pas. Il y a des choses qui vont uniquement marcher sur les marketplaces, puis il y a des choses qui vont plus marcher en publicité. Ça, c'est encore une notion que j'ai du mal à sentir. Tu sais. Des fois, tu le sens, c'est un bon truc, mais je suis encore étonné par la réussite de certains produits uniquement sur Amazon, par exemple, et que je me dis, tiens, Amazon les acheteurs d'Amazon sont en train de m'envoyer un signal, il faudrait que je fasse plus de publicité autour de ce produit-là sur Facebook Ads, par exemple, ou Google Shopping. Puis, non, ça va pas fonctionner en publicité et ça va toujours fonctionner sur Amazon. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes n'ont pas le même état d'esprit quand ils achètent sur Amazon ou une autre marketplace comme Spreadshirt ou Redbubble que quand ils achètent sur un site. C'est pas les mêmes attentes. Probablement. Et c'est pas la même attente de qualité. Quand je dis qualité, c'est encore une fois, je sais que tous tes designs sont de qualité, mais je veux dire de raffinement, peut-être, on va dire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ils attendent... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je me vexe. Non, complètement, pas du tout. Mais en fait, ils attendent plus quelque chose de simple d'esprit, quoi. Ils n'ont pas besoin de réfléchir, c'est let's go, on y va, c'est plus un cadeau ou quelque chose. Tandis que sur des sites, j'ai l'impression, c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils cherchent quand même plus quelque chose, même si c'est un cadeau, de un peu plus travaillé. Possiblement. Puis il y a l'aspect émotion aussi qui rentre avec la publicité directe que tu n'as pas sur Amazon parce que tu es dans une démarche de vente avec quand même une certaine idée de ce que tu veux acheter et tu vas peut-être moins rentrer dans l'émotion et plus dire oui, c'était ça qu'il me faut, tu sais. Ouais, exactement, voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai cette impression-là. Du coup, une autre question, tu as un fournisseur depuis longtemps, tu nous as parlé de Tizili, mais c'est pas ton plus gros fournisseur. Tizili gère encore une bonne partie de mon stock pour vendre via Amazon. Ils mettent énormément d'énergie pour respecter un standard que Amazon leur impose, donc c'est bien correct de travailler avec Tizili pour ça. Puis c'est définitivement, pour ceux qui veulent commencer, l'entreprise qui donne le plus de marge et une entreprise française avec certains imprimeurs en France. Donc c'est quand même un fournisseur à penser, mais il manque d'un standard, d'une ligne où le client va toujours avoir la même chose dans les mains. Fait qu'il y a 2 ans, pour pouvoir passer à un échelon supérieur, pour pouvoir me mettre en avant en tant que petit entrepreneur, parce que c'est aussi une de mes lignes, de mes axes de communication. Je suis un designer indépendant et un petit entrepreneur, et vous soutenez un petit entrepreneur et un petit designer, et vous achetez pas sur Amazon en achetant sur mon site web. Je suis passé avec un fournisseur qui avait ce standard-là de qualité, c'est-à-dire un contrôle qualité au bout de la chaîne de production. On imprime, on emballe, mais entre l'impression et l'emballage, il y a quelqu'un qui contrôle, qui regarde comment le t-shirt devait être à la base. Il fait OK, il est bien pareil, je le plie et je l'emballe et je l'envoie. Donc ça, c'est Printful qui me l'a offert. Et je pense que c'est
eux qui le font le mieux avec le fournisseur français Tipop, qui Ouais. n'a pas vraiment une feuille de route avec un contrôle de qualité, mais qui livre de la qualité. Oui, 100% d'accord avec toi. Mm. Et du coup, par rapport à Printful, beaucoup de personnes disent ouais, mais Printful, c'est cher. C'est cher. Ouais, mais t'as de la qualité. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est cher, mais tu as une qualité extraordinaire, une quantité de produits extraordinaire. Tu peux relativement vendre les yeux fermés. C'est j'ai dû essayer une quarantaine de produits différents. Je pense qu'il y a un seul produit qui était oversized, donc ce qui fait que des tailles trop grandes pour le public européen, pour les boxeurs en fait. Ouais. Et donc j'ai arrêté de vendre ça, mais j'ai eu un seul problème en termes de qualité. Il y a très peu de retours. J'ai 10 à 15% de mes acheteurs qui vont laisser une review et j'ai une moyenne de 4.4, 4.5 sur 5. C'est vraiment, vraiment excellent. Je pense pas qu'on puisse... Peut-être que je pourrais aller encore chercher une petite virgule, tu sais, mais je suis quand même très, très haut. Puis, Ouais, t'es pas mal. c'est une assurance, c'est vraiment une assurance tout risque. Puis au-delà de ça, plus on vend, plus on va avoir de marge sur Printful. Puis plus on vend, plus on va être accompagné. C'est aussi une machine de guerre en termes de service après-vente parce qu'il y a un chat disponible avec quelqu'un qui te réimprime s'il y a eu un petit pépin, un petit souci, une perte ou quoi que ce soit. Parce que c'est des choses qui arrivent quand même. Ouais, bien sûr. Justement, par rapport à ça, 2 questions. C'est la première, quand ils te réimpriment, que les gens comprennent bien, t'as pas forcément besoin de payer. Non, c'est gratuit. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, tu parlais justement, et ça beaucoup de personnes ne le savent pas, que tu parlais que du coup, plus tu vends, plus ta marge augmente. Oui. Aujourd'hui, quand tu démarres sur Printful, tu te souviens à peu près des tarifs? Je les ai en tête, mais tu te souviens à peu près des tarifs? Enfin, de combien tu fais de marge? Si tu les as pas, je les ai, t'en fais pas. Ok, non, il va falloir que tu les sortes parce que il y a des problèmes aussi avec la déclaration de taxes. Il faut ça, moi je déclare, mais mes taxes sont canadiennes évidemment. Puis tu as des thresholds pour la TVA en Europe, donc j'ai quand même j'ai un gros coût de production pour un t-shirt si on prend cet exemple-là avec Printful avec le tarif de base. Et puis il est énormément tronqué une fois que tu grimpes dans les échelons. C'est ça, t'es dans du 17-18 euros, pardon. Dans du 17-18 euros pour un t-shirt, ce qui est très cher. C'est extrêmement très cher. Donc moi, évidemment, si tu passes sur Printful, je le dis tout le temps, c'est vends au minimum 30 euros, sinon c'est pas intéressant. Mais Printful, pour moi, c'est vraiment quand tu veux créer une marque. Et donc tu disais que maintenant, du coup, plus tu as vendu et tu as atteint un certain niveau, et tu expliqueras ça après, plus ta marge a grandi. Est-ce que tu sais à peu près ta marge aujourd'hui, combien tu payes pour un t-shirt par exemple? Tout dépend en fait du produit. Il y a des produits sur lesquels je peux avoir jusqu'à 35% de rabais. Et j'imagine qu'ils font aussi de la gestion de stock avec ça. Donc en fait, les rabais s'appliquent de manière automatique maintenant sur Printful. C'était pas le cas quand j'ai commencé il y a 2 ans. Donc là maintenant c'est automatique. On passe bronze, or, platine, puis après il y a le exécutif. Sur le dashboard, il y a un petit, pour ceux qui savent pas, il y a un petit, je sais plus dans quelle tab c'est, mais il y a un petit niveau qui dit vous en êtes ici, vous avez fait tant de ventes ce mois-ci, vous avez sur la page d'accueil du dashboard. C'est ça. C'est là. Donc les marges peuvent aller jusqu'à largement 35% maintenant sur certains produits. Je pense que sur les hoodies ou certains t-shirts, Bell & Canva, oui, il y a énormément de réduction. Je pense que j'en suis à 6 ou 7 $ de réduction sur Bell & Canva pour la production. Donc c'est très bon. C'est sûr qu'on est obligé de vendre les t-shirts chers. Là, je révise mes prix vers le bas depuis que je suis passé exécutif au mois de novembre. Ouais, en fait, au lieu de prendre plus de marge, tu renies un peu tes marges pour baisser le prix et puis augmenter ton volume, quoi. Oui. D'accord. Et tu vends combien aujourd'hui tes t-shirts, par exemple? T-shirts classiques. Ça va être entre 25 et 19 euros. Puis si le client trouve une réduction, il va pouvoir le faire descendre un petit peu. Il y a une nouvelle application sur Shopify qui est une arme de destruction massive en termes de panier parce qu'on peut ajouter des produits puis on voit notre réduction qui augmente à mesure qu'on ajoute des produits. Ouais. Puis on a comme de la gamification où tu as des paillettes qui explosent quand tu reach certains caps et puis que tu peux avoir la livraison gratuite par exemple en tout cas. Vraiment une très belle application là, qui fait que mon panier moyen même si j'ai baissé mes prix, est en train d'augmenter sur Shopify. Bien sûr, parce qu'ils achètent. Et justement, on parlera par rapport au panier moyen juste après, mais je connais les gens dans les commentaires. Est-ce que tu peux donner le nom de cette application, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je vais aller la regarder. Elle est toute jeune, c'est des Australiens, ils sont super friendly. Et l'application marchait pas sur mon site. Ils sont débrouillés avec leur équipe de développement au Maroc pour que ça marche sur mon site en moins d'une nuit.
Ça, c'est Et cool. l'application, c'est, donc je le conseille, Monster Upsell Cart. Ok, Monster Upsell Card. Ok, super, merci. Et justement, je vais te parler du panier moyen parce que moi, j'ai remarqué quelque chose à chaque fois. C'est tout simplement que c'est très rare que les gens sur mon site achètent qu'un seul produit. En général, ils en achètent un, deux, trois. J'ai pas la moyenne, mais ça doit être 2,3 produits achetés à chaque fois. Et donc, en fait, mon panier moyen, je veux vendre un t-shirt, mais au final, mon panier moyen, donc mon t-shirt, il doit être dans les entre 19 et 25 euros, à peu près comme toi. Hein. Parfois, j'en ai à 30 quand c'est comme T-Pop, imprimé en France, du bio, etc. Là, tu vois, j'étais monter en gamme. Quand c'est comme ça, en gros, je dois avoir un panier moyen, mine de rien, autour des 50-55 euros, alors qu'à la base, j'ai un t-shirt à 25. Est-ce que tu as cette même vision ou pas du tout? Quand j'ai commencé avec Teasly, j'avais pas mon propre site, je vendais directement sur leur site web et mon panier a directement augmenté quand j'ai commencé à vendre toujours via Teasly, mais sur mon propre site web, sur mon propre univers finalement, avec des collections. Et là, ça a instantanément augmenté le panier. Donc ça, j'ai remarqué ça dès le début, le fait de maîtriser son environnement en fait, d'enfermer les gens dans ton propre univers, là, comme les paniers les pièges à guêpes, là, que je pense qu'on appelle ça en marketing. Ton panier augmente. Le panier augmente aussi avec l'époque de l'année, beaucoup, hein, quand c'est le temps de faire la fête des pères ou Noël. Il y a des paniers qui peuvent être vraiment monstrueux au mois de novembre avec 10 produits parce qu'une personne achète l'ensemble de ses cadeaux sur mon site parce que le cousin est italien, la belle-mère est anglaise. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me marquera toujours en print on demand, c'est qu'il y a deux temps forts dans l'année, c'est Noël et la fête des pères. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la fête des mères, pas tant que ça. C'est drôle quand même. Écoute, j'ai essayé de vendre des produits spécifiques pour les pères depuis le début. J'ai jamais réussi parce que la compétition est énorme. Tout le monde essaye de faire la même chose. Super Papa, Elodie et Max, vous pouvez leur en parler. Ce papa est génial, etc. Donc moi, j'ai toujours vendu mes propres produits pour hommes pour la fête des pères, mais sans parler des pères, ou alors juste en disant que c'est la fête des pères sur mon site et en donnant un petit cachet fête des pères à la publicité, mais jamais de produits pour la fête des pères. Mais ça a toujours fonctionné. Ça a toujours fonctionné, la fête des pères pour moi. La Saint-Valentin aussi quand même, dois-je le dire. La fête des mères, oui, je suis toujours plus ou moins passé à côté. J'ai des ventes qui sont, pour la clientèle féminine, des ventes qui sont beaucoup plus étalées sur l'année, parce que je pense que c'est moins des cadeaux qu'on va faire plutôt que quelque chose qu'on va s'acheter pour soi. Oui. Donc on est plus dans l'industrie classique de la mode et de l'habillage. Tu sais, quand je vends une paire de leggings avec un liseré italien, on n'est pas dans quelque chose de criard, on est dans quelque chose qu'on peut vraiment consommer tout au long de l'année, qui peut faire office de cadeau, mais qu'on peut se faire un cadeau à soi-même. L'éventail de la population auquel s'adresse ce type de produit, là, par exemple, est beaucoup plus large. Non, mais c'est vraiment très malin de ta part. Mais c'est vrai que j'ai aucune réponse. Je demande à beaucoup de personnes qui font du print on demand pourquoi la fête des mères, qui pour moi, hein, dans comment j'ai grandi en France, etc., est beaucoup plus importante que la fête des pères. Et au final, en termes de vente, pas du tout. En termes de vente, en gros, on a deux grands temps dans l'année. C'est tous les 6 mois, techniquement, c'est en juin et en novembre, quoi. On peut se dire que les filles de papa peuvent avoir tendance à sombrer dans l'émotion pour faire un cadeau à leur papa chéri plus facilement. Je sais pas. On peut dire que les mères de famille pensent plus au cadeau de la fête des pères que le père pense à la fête aussi, ça c'est certain. Hein. C'est possible. En sociologie, on dit que le responsable de la communication et de l'unité familiale, hein, c'est la maman. Il n'y a pas besoin de sortir de sociologie pour penser à ça. Là. C'est clair. Et responsable du porte-monnaie aussi. Hein. Oui, souvent. Plus sur Internet que les hommes. Hein. Ça a été prouvé, donc faut le savoir. Et du coup, quelles sont les erreurs que tu as fait ou que tu as vues quand tu t'es lancé dans print on demand? Les erreurs que j'ai vues ou que j'ai faites, de pas suffisamment se nicher, de pas penser au moyen et au long terme. C'était vraiment, il y a eu un âge d'or jusqu'en 2017. Moi, j'ai eu des ventes, mais hallucinantes. J'ai vendu, je pense, entre 80 000 et 100 000 t-shirts là, en 6 ans, pour donner une idée. Et en 2017, c'est sans doute ma plus grosse année, parce que là, j'avais une équipe. On était une équipe, je devrais plutôt englober, parce que j'étais avec un associé à l'époque, et on avait 2 personnes en dessous de nous, puis moi et mon associé travaillions à l'époque sur Ici et Là, qui n'était pas encore Ici et Là, mais qui était le futur univers Ici et Là, et on a fait des ventes astronomiques cette année-là, suffisamment pour payer 4 personnes, décemment au Canada. Ah non, c'était pas des freelances, c'était du CDI? C'était des gens employés avec la loi canadienne, en bonne et due forme, donc on a fait vraiment un énorme chiffre d'affaires et des énormes ventes cette année-là. J'ai sans doute
Bravo. J'ai vendu, je sais pas moi, 30 000 t-shirts cette année-là, je sais pas. Ouais, c'est incroyable. 30 000 t-shirts, c'est incroyable. Ouais, du coup, tu m'as pas dit les. J'ai bugué, mais tu m'as pas dit les erreurs que t'as vues à part le se Ah nicher. oui, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur T'aurais que se nicher, parce que c'est vrai que c'est important. Hein. J'ai pas. My Much by Amazon d'ouvrir il y a un an, mais Ouais. de travailler plus sur les places de marché. Tu sais, j'ai toujours fait un petit peu de Spreadshirt, mais tu sais, le revenu, il arrive pas suffisamment rapidement. C'est très aguichant, hein, le print on demand via Facebook Ads, Oui. surtout dans ces années-là. Donc c'est enivrant. Là, tu veux en faire plus. Puis la semaine suivante, tu sors des nouveaux designs, tu attaques des nouvelles niches, tu mets tes publicités en place, t'as ta routine. Mais le moyen et le long terme, j'en reviens à ça en final. Je l'ai souvent mis trop de côté. Puis c'est encore quelque chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assez travaillé mon moyen et long terme. Et je le travaille beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai le temps et que j'ai un fond de roulement. Mais si j'avais travaillé plus mon moyen et long terme à cette époque-là, j'aurais 1 an d'avance ou 1 an et demi d'avance sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Ma chaîne YouTube aurait déjà 1 an peut-être. J'aurais déjà ouvert un compte TikTok ou je ne sais. Et les places de marché pour le moyen et le long terme, c'est une assise phénoménale parce qu'on n'est pas délogé facilement d'une première place sur Spreadshirt ou sur Amazon. On reste ancré là et puis il continue à faire des ventes. Toujours le même t-shirt. Tu sais, j'ai pas posté sur Spreadshirt depuis 2 ans peut-être. J'ai toujours la même rente. Mensuellement, j'ai toujours 800 $ qui arrivent de Spreadshirt sans rien faire. Tu sais. Et ce qui vient en plus, c'est vraiment, c'est l'adage que moi je dis dans toutes mes vidéos, on en a parlé avant en off, c'est vraiment les marketplaces, c'est plus tu vends, plus tu vends. Parce que, en fait, les marketplaces, bon, t'as bugué, mais je sais que tu vas revenir. Mais en fait, les marketplaces, c'est que elles ont intérêt à te faire vendre parce qu'elles gagnent forcément beaucoup plus d'argent derrière. Donc, c'est intéressant pour elles. Ok, c'est bon, t'es revenu. C'est intéressant pour elles de te faire vendre. Donc, en gros, si elles ont un truc qui vend, elles vont le mettre en avant, elles vont le pousser à fond. Et donc, forcément, toi, tu y trouves ton compte derrière. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que ton histoire, je t'en ai parlé un peu en off, mais ça me rappelle mon ami Pierre qui, lui, a eu un enfant l'année dernière. Et pendant 2019, mi-2020, il a mis 0 design sur les marketplaces. Et ça tournait à 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, tous les mois. C'était vraiment comme du papier à musique, quoi. Ça ne bougeait pas. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Pas de souci, t'en fais pas. Justement, bon, si jamais, je le précise à tout le monde, mais si jamais on perd, on aura toujours sa belle voix, vous en faites pas. Justement, j'ai une question. Tu as un énorme volume de ventes. Oui. Pourquoi ne pas faire du stock ? J'ai trop de produits différents et je serais trop, comment dire, toute la compétition ma plus-value, c'est d'avoir beaucoup de produits différents pour chaque niche. C'est pas possible d'avoir du stock pour ma niche ariégeoise. C'est une grosse niche quand même. Tu sais, il y a pas grand monde en Ariège, mais c'est une niche qui est fière pour son histoire, qui remonte à un long moment. C'est une histoire avec la guerre des religions et autres qui fait que ces Pyrénéens-là en Ariège, ils ont une fierté pour leur terre qui est aussi très belle et à juste titre pour leur pays, leur culture et autres. Mais c'est une petite niche. Il y a combien d'habitants en Ariège ? Je dirais peut-être 200 000. Avoir du stock sur 5 produits, ça serait possible peut-être de faire vivre une petite marque en Ariège, mais proposer 50 à 60 produits différents pour hommes, femmes, petits, grands, fierté, humour ou nostalgie, un coussin de décoration, quelque chose pour le sport, tu sais, tu peux pas proposer tout ça. Donc le stock a jamais été pensé. J'y pense en ce moment en essayant de trouver des fournisseurs en France dignes de confiance pour pouvoir peut-être entrer dans le marché du souvenir pour la période estivale, tu sais, et puis à certains endroits vendre la marque. Donc il faudrait peut-être que mon branding soit encore une coche au-dessus pour ça. C'est que chaque design soit marqué avec la marque ici et là. Mais donc le stock, j'y pense pour la vente en boutique directement, mais pas pour mon Shopify. Le print on demand, même si ça coûte cher de le produire à l'unité, c'est ça qui permet d'avoir quelque chose d'unique et d'avoir un grand stock. Ouais, et puis tu peux proposer des centaines de produits, ils en rajoutent presque tous les mois. Sur Teasly, j'ai 12 000 designs différents. Sur mon Shopify, j'en ai 3 000. Sur Spreadshirt, je sais pas, il y en a 1000 ou quelque chose de même. Donc, c'est long, c'est beaucoup de travail. C'est pas possible le stock. J'aurais une niche plus générale, plus généraliste, les papas, puis je sais pas, ça vendrait tout le temps, chaque année.
Je pourrais acheter du stock pour faire grossir ma marge, contrôler la qualité. Mais après, c'est aussi beaucoup de gestion, tu sais, pour l'envoi. Ah, Je bien pourrais le faire sûr. envoyer depuis Amazon, mais bon, en tout cas. Il y a Merch by Amazon qui vient d'ouvrir. Là. On va voir quelle est la qualité générale de leurs produits. Là, parce que moi, je viens d'arriver au tier 2 de Merch by Amazon. Donc, Ok. j'ai pas encore de retour d'étoiles sur la qualité de leurs produits. Et puis, il faut que leurs produits soient supérieurs à la compétition sur leur propre place de marché, sinon les produits Merch by Amazon vont s'effondrer sur la place de marché. Mais j'ai des produits qui commencent à topper en première page. Si la qualité est bonne avec Merch by Amazon, on peut vendre quand même en tant que ici et là, même si c'est Merch. Donc je vais rester avec ce principe-là, je pense. Bah, c'est cool que tu aies partagé tes chiffres pour que les gens se rendent compte à peu près le travail que tu as fourni. 12 000 designs, 3 000 designs, 1000 designs sur différentes marketplaces. C'est énorme et ça montre vraiment que c'est ultra puissant et qu'il faut faire de la quantité pour faire de la qualité derrière. C'est super important pour moi. Et du coup, j'ai une question, mais je pense que j'ai la réponse. WooCommerce ou Shopify? Je suis parti pour Shopify directement parce que je voulais pas m'héberger moi-même et avoir des choses à régler avec mon hébergeur. Ouais. C'est toujours quelque chose qui m'a enquiquiné dans le passé. Donc WooCommerce, c'est via WordPress. Donc on s'héberge soi-même, on paye un hébergeur, puis il faut que la vitesse de chargement soit suivie, puis que l'hébergeur soit bien positionné. Et ça faisait beaucoup de choses de recherche à faire, alors que Shopify était une solution clé en main, C'est ça. comme on dit à Montréal. Donc j'ai pris la solution clé en main. Il y a quand même un plus large choix d'applications sur WordPress, donc ça, je pense que ça se débat. Il peut y avoir un débat, mais aujourd'hui Shopify est quand même de mieux en mieux placé. Là, on parlait tantôt en off de l'accord avec Google qui vient d'être signé, donc l'ensemble du catalogue des commerces de PME sur Shopify va avoir une facilité d'accès à la future place de commerce en construction depuis 2 ans de Google, tout ça gratuitement. Donc c'est une visibilité Shopify Énorme. que WooCommerce offre pas aussi. Il y a donc la sécurité et la visibilité. C'est pas mal les raisons. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est Shopify tous les jours. Depuis que j'ai commencé avec Shopify en 2017, tous les jours Shopify, ça, à chaque fois, ils font que s'améliorer. Tous les petits problèmes qu'ils ont, ils les virent vite fait. Ils sont très réactifs. Et puis, je suis désolé. Si les gens trouvent que WordPress c'est facile, Shopify pour créer un site, il n'y a pas plus Ah facile. non, c'est sans commune mesure. WordPress, oui, c'est facile pour quelqu'un qui taquine un petit peu de la souris, là, mais sinon, c'est compliqué si on arrive de nulle part. On n'a pas besoin de programmer, mais ça reste compliqué. Les conflits de plugins et autres. Et du coup, on a parlé un peu de Google. J'aimerais revenir dessus. Tu as parlé de quelque chose et c'est vrai que, alors, pour la précision, hein, moi, comment j'ai rencontré Vincent, c'est qu'en fait, vous le savez, je me balade partout et moi, je bouffe énormément de contenu. Et en fait, je suis tombé sur une interview de lui sur le site de Printful. Donc, ils le disent fièrement, hein, Vincent, pour que vous voyez un peu le niveau du mec. C'est un des meilleurs vendeurs francophones chez Printful. Donc, ça vous donne un peu une idée du poids du garçon. Enfin, pas ton poids physique, hein. Ton poids de vente. Mais du coup, tu disais dans cette interview, et c'est très intéressant, qu'aujourd'hui, si tu faisais du print on demand, tu concentrais tes efforts sur Google Shopping. Et ça, c'est ce que je te disais en off, c'est que personne n'en parle, et c'est ultra important. Est-ce que tu peux développer ce point-là, s'il te plaît? Oui, ça se dit quand même beaucoup dans le milieu du drop, je pense. Il y a 2 ans, c'est grâce à Shopify parce que je ne pouvais pas faire ça avec mon ancienne interface sur Teasly. Mais j'ai démarré du premier jour en automatique sur Google Shopping, donc mettre mon catalogue en ligne. Et puis, je me suis aperçu que le niveau de rentabilité n'était pas trop mauvais. On parle plus de l'acquisition de clients que de rentabilité, mais c'est quelque chose que je pouvais pas ignorer. Puis, au mois de novembre, il y a la fête des pères. Là, ça devient rentable. Donc, j'ai jamais perdu d'argent. Fête des pères au mois de novembre, oui. Au mois de novembre, il y a la fête des pères? Non, au mois de novembre et à la fête des pères, ce sont 2 périodes pour Google Shopping où la profitabilité est au rendez-vous. Et hors de ces... en tout cas pour moi et pour mon expérience depuis 2 ans, je suis pas le meilleur optimiseur de catalogue Google Shopping, mais hors de ces périodes-là de l'année, c'est pas rentable, mais je perds pas d'argent. Donc je le fais parce que c'est de la visibilité, de l'acquisition de clients, et comme il y a quand même un taux de repeat sur mon site web,
En fait, si je perds pas d'argent, c'est que j'en gagne parce que sur 10 clients, il y en a 2 ou 3 qui vont racheter plus tard. Donc c'est un client acquis, et un client acquis, c'est la meilleure chose qui nous arrive. C'est clair. Et justement, par rapport à ça, pour parler de repeat, est-ce que je suppose que tu as des séquences de paniers abandonnés. Est-ce que tu fais de l'automation en plus? C'est-à-dire que la personne rentre dans ta séquence, il y a un truc de 5-10 emails peut-être, ou est-ce que tu envoies des newsletters fréquemment? C'est une question très intéressante parce que je suis quand même, pour ce genre de choses, assez flemmard. Les séquences d'emails, mon Dieu, ça me fend depuis toujours. J'ai jamais rien compris. Les gens sont super chers pour les faire rédiger. Bref, je m'y suis pas trop attardé. C'est un autre point positif pour Shopify. Le premier email de remarketing pour le panier abandonné est offert par Shopify. Évidemment, tout le monde a intérêt, Shopify a intérêt à nous faire le plus de ventes possible, donc c'est un peu normal qu'il l'offre, mais il est offert et c'est évidemment entre 10 et 20%, je pense, de mes profits mensuels qui viennent de la récupération de panier. Donc, le fait que je passe en exécutif avec Printful, ça nous offre accès à 2 membres de personnel qui travaillent juste pour nous. Donc, super service. Une personne en analyse, marketing, accompagnement stratégique, puis une personne pour le service après-vente qui fait passer toutes les problématiques en accéléré. Donc, on voit qu'il y a une erreur, on cherche pas à discuter, on imprime rapidement et on renvoie au client. Donc là, c'est génial pour mes clients, c'est génial pour moi. J'ai même plus besoin de passer par le chat. J'envoie un courriel, puis il est traité dans les 40... Même s'il est traité 3 heures après, je m'en fiche, en fait, vu que l'impression va être envoyée en avancée. Et donc, une personne en marketing et accompagnement, et cette personne-là, Dance, dans l'équipe de Printful, me pousse à améliorer, faire augmenter mon panier d'achat, améliorer mes chaînes d'email marketing. Et ça, c'est quelque chose que je viens de faire dans le dernier mois. Donc oui, j'ai une chaîne de récupération de panier, mais qui ne vient d'augmenter que depuis un mois. Avant, c'était uniquement avec Shopify. Est-ce que tu vois déjà en un mois une différence ou pas du tout? Non, je vois pas une énorme différence parce que j'avais quand même, je demandais des reviews, j'avais une petite infolettre, donc j'avais pas une chaîne automatisée, mais les reviews étaient automatisés, puis au moins un email de remarketing était automatisé. J'ai l'impression que ça amène un peu de trafic sur YouTube parce que j'ai un des courriels dans la chaîne de 5 ou 6 qui parle de mon travail, en fait, où j'essaye de rendre à la communauté en faisant un projet pour mettre en lumière les particularités des communautés de la francophonie. Via expression, cuisine, histoire et autres. Donc je le vois un petit peu sur le réseau social que j'ai une augmentation de sub à cause de cet email-là qui est 2e dans la chaîne, je pense. D'accord. Donc c'est encore trop nouveau là, et puis je pense que j'ai besoin d'optimiser et peaufiner ce que j'ai fait rapidement le dernier mois. En général, on dit qu'il faut 3 mois pour voir les vrais résultats. Mais c'est vrai que moi, voilà, je te pousse vraiment à faire de l'email parce que l'email, ça ramène tellement de ventes. Les gens qui ouvrent tes emails, ils sont presque prêts à acheter, quoi, et c'est ça qui est bien. Et tu crées aussi une relation parce que s'ils sont habitués à ouvrir tes emails, ils pensent à toi, tu vois. Donc, très, très puissant, en tout cas, l'email marketing. Je sais que c'est chiant à mettre en place, ça c'est clair, mais une fois que tu l'as fait, tu t'en occupes pas, il est tranquille. Il y a un côté chiant, puis c'est quelque chose d'assez nouveau quand même sur les 2 dernières années où je me mets Vincent Ecardi en avant dans mon axe de communication, et je pense que c'est vraiment un argument supplémentaire. Ça rend les choses beaucoup plus humaines et plus crédibles aussi, même si ça peut paraître incroyable parfois que le site web est géré par une seule personne, mais l'automatisation rend ça possible aujourd'hui. Fait que je l'avais pas fait par flemme, mais aussi parce que j'étais peut-être pas encore prêt. Je voulais m'assurer que mon standard de qualité était en place. Après, se mettre en avant, faire de l'email marketing, c'est aussi recevoir des emails. Puis je voulais pas recevoir des choses nocives. Je n'en reçois pas, donc tout va bien. T'as de la chance. Oui, tu reçois des trucs assez drôles parfois, des belles insultes très poétiques. Mais moi, maintenant, je passe au-dessus. Mais non, je comprends vraiment ce que tu veux faire. Mais tu vois, c'est très bien ton axe de fait. Tu veux te mettre en avant toi personnellement, parce que c'est ce qu'on disait en off ou même dans l'interview, je sais plus. Mais personne du coup pourra te copier parce que les gens ne vont plus acheter un simple t-shirt, ils vont t'acheter toi. Et ça fait une grosse différence. Oui, j'aurais pu commencer plutôt à me mettre en avant en tant que Vincent Ecardi et designer indépendant pour mes communautés, puis parler à mes communautés, puis prendre la parole en courriel, beaucoup plus que ce que je l'ai fait dans le passé. Mais il faut être sûr de son produit, il faut être fier et sûr de son produit. Et j'avais des inquiétudes par rapport à ça avant de rentrer avec Printful. Et en rentrant avec Printful,
J'ai attendu un petit peu de voir les résultats. C'était quoi mon niveau de note sur Trustpilot. Puis sur Trustpilot, là, je suis à 4.4 à 2 ans, après 2 ans d'usage. C'est quand même super bon. Là, je tiens la dragée haute au-dessus de Spreadshirt France, par exemple. C'est vraiment bon. Donc, une fois qu'on est sûr, qu'on connaît son produit, qu'on l'aime, ben là, je pouvais peut-être rentrer en scène et puis la démarche de l'email marketing, elle est plus naturelle. Je pense à partir de maintenant, il faut que justement je les peaufine, puis c'est moi qui est en train de parler, qui parle à ma communauté, donc il faut que j'y prenne soin. C'est clair. Et puis en plus, si tu te sens pas prêt, ça sert à rien d'y aller pour y aller, quoi. C'est parce que ça se sentira que tu n'es pas prêt, etc. Là, si tu te sens prêt, let's go et ça va très bien se passer. D'ailleurs, petite info, son lien est dans la description. On vous mettra tout dans la description, vous en faites pas pour ça. Et justement, j'aimerais partir justement sur cet aspect qui est moins business, moins marketing, qui est plus la connaissance de ton produit et plutôt de ton marché. En off, tu me disais, c'est très dur de trouver des gens qui connaissent des choses sur les régions parce que toi, c'est vraiment ton fer de lance. Comment toi, tu as commencé à connaître justement, en Alsace, ils utilisent cette expression, dans le Sud, ils utilisent celle-là, etc. Comment tu as réussi à trouver ça? Est-ce que c'est par intérêt, par passion? Comment tu as fait? Je pense que je sais pas, j'ai plein d'anecdotes pour rappeler dans mon chemin de vie mais une des anecdotes, ça serait peut-être les premières cartes de la Gaule qui avec nos ancêtres les Gaulois, tu sais qu'on apprenait en tout cas à l'école. Et moi j'ai grandi à Toulon, donc en Provence, à la pointe de la Pointe. Puis on n'était pas en Gaule, nous. On était dans la province romaine. Puis je me disais, bien sûr, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi on n'apprend pas l'histoire de notre truc et pourquoi on nous dit qu'on est gaulois alors qu'on était romain. Enfin, on était complètement colonisés. Là. Toutes les villes de la côte provençale ont été fondées soit par les Grecs, soit par les Romains. Il n'y a pas de ville gauloise ou ligure sur la côte provençale. Bon, bref, c'était des petites choses, des petites graines. Mon grand-père parlait pas provençal, mais me disait beaucoup d'expressions en provençal. Me parler de l'hymne provençal, du fait qu'on avait une langue, qu'on avait une culture, une cuisine, etc. Donc je me suis intéressé à ma région très tôt. Après j'ai fait de la sociologie et d'ethnologie et ça a été mon champ d'étude, les imaginaires sociaux sur le provençal et l'occitan dans le sud de la France. Comme mon mémoire de maîtrise en sociologie, ça a été ça. Après je suis parti en marketing web. Entre-temps, j'ai été passionné de rugby. Donc, quand on est dans la niche sportive, on a aussi une petite fibre régionaliste un peu plus prégnante, je dirais, tu sais. Après ça, je suis parti en web marketing. Je dois aussi dire que je suis originaire, mes grands-parents sont originaires d'Italie, d'Espagne, de Gascogne, de Provence, de Lorraine. Donc, j'avais un melting pot, un petit peu j'ai des traits très germaniques. Un petit peu de Lorraine aussi, mais dans une partie qui était germanophone historiquement. Tout ça, c'est des endroits en France qui sont très très marqués par soit leur langue régionale, soit par leur culture régionale. Tu sais, on parle pas de l'Île-de-France là qui est française depuis 1500 ans. Là, on parle de régions qui sont excentrées avec des langues régionales très très fortes. Ou des origines étrangères tout simplement. Donc j'avais une vue d'ensemble de la mixité culturelle française très tôt dans mon histoire personnelle et donc j'ai aimé ça pour en faire un sujet d'étude dans le cadre de ma maîtrise de sociologie. Donc quand je suis parti pour être à mon compte, on dit souvent il faut faire quelque chose qu'on aime, c'était ça que j'aimais. Donc je suis parti là-dedans. D'abord dans la niche sportive de supporter de rugby et puis je suis tout de suite parti en me disant mais on parle pas aux Aveyronais, on parle aux Ariégeois, on parle pas aux Béarnais, on parle pas aux Provençaux sur Internet dans le cadre du t-shirt et de la mise en œuvre, la mise en scène de leur identité, que ce soit par la nostalgie, par la fierté ou par l'humour, je vais le faire. Mais de toute façon, je pense que tu n'aurais pas pu tenir aussi longtemps si tu avais fait un truc, je sais pas, je te connais pas super impersonnellement, mais admettons de faire un site internet sur le camping. Si t'es pas passionné de camping, c'est quand même compliqué de continuer, quoi. Vu le temps et la demande. C'est sûr, j'ai essayé de toute façon d'aller dans certaines niches. Il y a des hauts et des bas quand même, hein, parce que là on décrit un long fleuve tranquille pour moi, mais il y a eu des hauts et des bas. Il n'y a pas une journée où je me suis dit ça va s'arrêter demain. Possiblement ça va peut-être s'arrêter demain et je vais arrêter de faire des ventes. Je me dis toujours ça. C'est pas exemple. Donc et puis peut-être que c'est une clé du fait que je sois resté, de me mettre remis en question, posé. Quand je reçois une critique, je peux la prendre mal.
dans le premier temps, mais 2 heures plus tard, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de raisonnable derrière cette critique-là, un problème dans le design, une faute d'orthographe, ok, il faut que je rappelle tous les t-shirts, que je corrige la faute, en alsacien, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, il faut que je respecte ma communauté, il y a des gens qui ont été irrités sur le site web parce que la taille avait été écrite en anglais, c'est des choses auxquelles je fais plus vraiment attention en vivant dans une ville bilingue à Montréal, là, et c'est quelque chose que j'ai mis 1 an et demi à me rendre compte que sur mon site web il y avait trop de traces d'anglais, par exemple, pour ma clientèle. Ouais, et c'est vrai que si tu fais un truc ultra français, ça peut convenir. Moi, je suis comme toi, habitant en Floride, tu vois, genre parler anglais ou français, c'est toute la journée et ça me pose aucun problème. Et c'est vrai que parfois, faut se mettre à la place de notre audience. Oui. Et en l'occurrence, quelqu'un qui veut du truc français, il veut pas de traces d'anglais. Et je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est des détails que, forcément, comme c'est pas ton quotidien, tu peux oublier assez vite. Ouais. Et du coup, par exemple, moi, les gens le savent, ceux qui me suivent, j'ai de la famille qui est corse, grosse origine corse. Du coup, toi qui connais rien, par exemple, à la Corse, comment tu te dis, je te prends l'exemple parce que ça me parle, mais on peut parler de la Réunion ou d'autres îles, par exemple. Comment tu te dis, je connais rien de cette culture, ou peut-être juste un peu, comment je vais réussir à trouver des idées qui vont faire des bons t-shirts qui vont se vendre? Ok, alors d'abord il faut savoir que la plus grande ville corse, c'est Marseille. Oui, évidemment. Ayant grandi à Toulon, j'ai nécessairement grandi autour de Corse. C'est aussi une des forces de l'endroit où j'ai grandi, c'est que le pourtour méditerranéen est multiculturel depuis toujours. Et quand on grandit à Toulon, on grandit à côté d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, d'Arabes, de gens du Nord qui viennent passer leur retraite au soleil, de Provençaux d'origine, donc de Pieds Noirs, de Juifs. On est un melting pot de gens des dom-tom, évidemment. Même si c'est peut-être moins qu'en Île-de-France pour la Provence. J'ai pris le mauvais exemple visiblement, mais t'as compris. Non, mais c'est parce que mon histoire personnelle fait que je vais avoir toujours. On a même des Bretons à Toulon parce qu'on est un port militaire et que les étudiants militaires font 6 mois à Brest et 6 mois à Toulon dans leur école. Il y a souvent des Toulonnais qui reviennent avec une Bretonne ou vice versa. Toutes les régions de France et toutes les communautés de France étaient déjà proches de moi quand j'ai grandi, donc j'ai toujours appris à prêter attention à l'autre. J'ai toujours peut-être eu énormément de goût pour ça, mais il n'empêche que je peux ignorer énormément de choses de la Corse qu'un Corse et qu'il faut que j'apprenne. Mais même moi. Il faut que j'apprenne d'où vient le drapeau, quand est-ce qu'il était adopté, est-ce que le bandeau était sur les yeux à un moment, quand est-ce qu'on l'a relevé, ou ce genre de petits détails, tu vois. Donc ça, c'est beaucoup de lecture, de recherche sur Internet, de questions à ma propre communauté aussi, parce que je vais avoir des interactions avec ma communauté pour leur poser des questions. C'est quoi leur dessert préféré, c'est quoi leur expression préférée, c'est quoi leur mot préféré, c'est quoi leur plage préféré. Ouais, non, mais c'est ça que je me posais comme question. C'est là, moi, je t'ai pris l'exemple de la Corse, mais c'est vrai que très mauvais exemple, sachant que t'as quand même grandi avec une belle influence méditerranéenne, donc tout le pourtour, tu étais. Mais par exemple, je te prends un truc de Auvergnat. Ouais, non, t'es pas trop loin non plus. Les cultures les plus loin de moi, ça va être les Normands, par exemple, que j'ai. Mais j'ai quand même connu des Normands autour de moi. Ça prend beaucoup de recherche, mais on a quand même, tu sais. Je suis assez passionné d'histoire, de micro-histoire en fait, mais de l'histoire des régions. Je m'intéresse pas trop aux rois et aux dirigeants, mais je m'adresse à c'était quoi ta langue, c'était quoi l'histoire des peuples, la chouannerie en Bretagne, l'Alsace, le va-et-vient avec la France, c'est quoi là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Vendée, pourquoi il y a autant de fierté en Vendée. Donc c'est sûr que je passe des heures à lire sur mes communautés. Et je fais des erreurs et puis je m'en prends souvent plein la gueule parce que je suis pas vendéen, je suis pas alsacien, je suis pas breton, donc je fais des erreurs, mais je pense que après 6 ans à travailler sur les communautés, après avoir travaillé en sociologie sur les imaginaires régionaux dans le sud de la France, pas dans le nord, mais bon, on a des formes qui se ressemblent, pas des contenus, mais des formes. Je commence à avoir une petite expertise, on va dire. Non, mais bien sûr, mais c'est très intéressant que tu expliques justement que tu as quand même un travail de recherche pour trouver, parce que c'est vrai que moi je me dis, bon, moi je connais très bien du coup la culture corse, mais j'ai jamais vécu en Corse. Mes parents qui ont une maison là-bas, donc j'y vais quelques fois l'été, etc. Mais
je veux dire, je pourrais pas te dire, ok, ça c'est l'expression à la mode en ce moment encore, c'est, tu vois, ça pourrait faire mon t-shirt. Donc c'est pour ça que je te demandais tout ça. Et là, moi, c'est l'accord. Donc c'est quelque chose que je suis censé connaître. J'imagine même pas avec d'autres régions où c'est très lointain pour moi. Et justement, c'est bien de savoir que t'as un travail de recherche pour trouver les bonnes expressions, les trucs qui font rire, les petits clichés un peu. Ça me fait peur d'être déconnecté. Puis quand je travaille avec le nord de la France, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'ai vraiment une vue d'ensemble assez juste, je dirais, de ce qui se dit dans tout le sud, Massif central, Périgord, vraiment l'ensemble du sud. Ma famille brassant de Gascogne à Provence. Tu sais, je me suis rendu compte d'expressions communes à l'ensemble du sud de la France relativement tôt. Je suis jamais étonné qu'on dise chocolatine dans le sud-ouest et jamais étonné qu'on dise ça pègue pour ça colle dans l'ensemble du sud de la France. Mais c'est quand même des choses qui me font peur de me déconnecter de ma communauté, de pas savoir si le mot est un mot de vieux ou quelque chose qui s'utilise encore chez les jeunes, à quel niveau, tu sais, d'usage on est. Tu sais. Mais bon. Et justement, en allant vers là, le fait d'habiter à Montréal maintenant, donc d'être quand même assez loin, est-ce que t'as pas eu peur quand t'es allé à Montréal et justement, est-ce que tu as senti que tu étais plus déconnecté ou alors pas du tout maintenant avec Internet? Et comment tu fais pour contacter ta communauté? Comment tu leur dis, hey, est-ce que ça se dit? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai un gros défi, c'est que ma communauté est vieillissante parce qu'elle a grandi sur Facebook et Facebook est en train d'être délaissé par les moins de 35 ans et c'est très problématique pour moi. Il faut que je règle ce problème-là et puis que j'aille sur d'autres réseaux sociaux. J'ai commencé avec YouTube, mais YouTube est quand même aussi un peu plus âgé que les autres réseaux. C'est à part TikTok, pour faire un micro YouTube et quelque chose orienté un peu plus pour les jeunes, où justement il va falloir que je vérifie que ça soit pas un mot de vieux puis que ça soit un mot encore utilisé chez les jeunes, ce qui est totalement probable. Il y a encore plein de régionalismes qui sont encore utilisés dans chaque région par les jeunes, mais il faut que je les trouve. Puis il faut que j'en parle. Puis, mais sur ce sujet-là, on est en train de disserter là-dessus et sur les micro-particularismes depuis longtemps. Il y a évidemment, vous allez tomber sur mon site web, peut-être si vous y allez par curiosité, vous allez tomber sur des choses qui se ressemblent d'une région à l'autre, qui sont toujours pareilles. Mais il faut savoir que on est tous des êtres humains, on a tous la même façon de se sentir à l'aise ou de réagir. Donc, j'ai évidemment 60, 70, 80% de ma production qui sont des copies conformes de région à région où je vais adapter les symboles finalement, mais le message va être le même. Puis, il va avoir des degrés de réussite différents parce que globalement, chaque culture va avoir des traits différents, tu sais, plus tempétueux dans le sud, plus calme et posé dans le nord, pour être vraiment grosso modo, mais on est quand même toujours fier de dire qu'on a du caractère, que notre femme a du caractère, ou ce genre de choses. Donc il y a des t-shirts qui sont universaux, qui marchent partout, mais pour accéder à la réussite de ma petite business, il a fallu que j'aille chercher des particularités, puis que je crée des designs particuliers pour la cuisine, pour les expressions et pour les noms. D'où le fait que on discute de ça depuis. Mais c'est super intéressant parce que ça sent que tu es vraiment passionné par tout le projet en fait en lui-même, et je trouve ça vraiment un très bel exemple déjà de réussite. Il y a pas beaucoup qui sont sur Printful, mais surtout, ça sent que tu es passionné par ce que tu fais, que tu veux bien faire les choses. Et puis de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que tu as des résultats, quoi. C'est pas en faisant les trucs à l'arrache, c'est en étant appliqué, constant et passionné. Et je trouve que tu es un très bon exemple de ce qu'il faut faire en print on demand. Donc c'est plutôt cool. Merci encore à toi. Est-ce que merci à toi. Un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer en print on demand et qui se disent ouais, mais ça c'est déjà fait, ou ça c'est trop dur, ou bref, qui veulent se lancer? C'est sûr que du déjà fait, on peut s'attendre à juste récolter des miettes, mais ça peut être des miettes. C'est un début. Idéalement, il faut faire quelque chose de nouveau. Se lancer sur les marketplaces, à mon avis, est essentiel pour créer un petit fonds de roulement et commencer à avoir ses premières ventes, parce que créer un Shopify from scratch via de la publicité directe, à mon avis, c'est difficile aujourd'hui. Il faut avoir les reins solides, puis on peut y dépenser tout son budget. Puis on en discutait en off, parce que c'est souvent une question qui revient quand on me pose la question. Les marketplaces, c'est effectivement, mais je dirais que j'ai l'impression que Spreadshirt offre plus de chance aux nouveaux designers que les autres marketplaces, parce que si vous faites attention, dans tous les résultats de recherche, il y a toujours un ou deux t-shirts sur votre page qui vont être des nouveautés. Donc si tu arrives en tant que designer et nouveau designer, tu vas être mis en avant sur ces espaces de nouveautés qui sont là n'importe où. Même si tu regardes les meilleures ventes et que tu vas dans l'onglet meilleures ventes,
il va y avoir 3 t-shirts qui sont nouveaux et qui sont pas des meilleures ventes. Donc ton t-shirt, il a une chance d'être vendu et à partir du moment où il est vendu, ben, on grimpe dans les échelons et dans les pages, puis là, on peut créer de la récurrence. Mais oui, c'est ça, les marketplaces, je pense pas que tu dises quelque chose de différent à ta communauté. Hein, exactement pareil. Pour moi, si t'as pas de budget, les marketplaces, c'est mieux. Et puis surtout, marketplace, c'est comme ce qu'on disait en off, hein, c'est passif, quoi. Tu mets ton design, t'as plus rien à faire. Et après, t'as l'argent qui tombe. Si derrière, t'as un plus gros projet, bah, l'argent qui va tomber va permettre déjà de le financer. Mais surtout, comme t'as pas plus de temps à passer, c'est aussi simple, tu vois, tu peux te focus sur quelque chose. Donc, toi, c'est plutôt pas mal le fait que t'aies, comme tu disais, $800 qui tombent tous les mois. Et ça te permet, du coup, bah, tu fais pas d'efforts en plus, mais ça te permet quand même de ça, peut-être de financer une partie de ta pub ou je ne sais quoi. Et donc, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de source de revenus qui tombe en automatique, quoi. Oui, la récurrence, là, c'est une grosse part de mon revenu aujourd'hui. Hein, je pense on est autour de 35%. Oui, c'est incroyable. Puis j'essaye de le faire monter. C'est sûr que quand je serai à 50-60%, je serai au bord de la retraite, entre guillemets. Je te l'espère, hein, je te l'espère. Mais en tout cas, bah, merci pour tout. Merci d'être passé sur la chaîne. Et puis, merci à toi, c'est très très apprécié. Avec grand plaisir. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai mis le lien de son site et de sa chaîne YouTube dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller s'abonner, commenter et lui mettre un peu de force parce que vous l'avez vu, c'est quelqu'un de passionné qui fait du bon taf. Donc allez-y et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus. Bye.